Bonjour, nous sommes le dimanche 26 février 2028 avec un ciel azuré, oui, avec quelques nuages aussi, je dirais oui, mais sachez que il y a quand même un vent on entend, qui pousse, hein. On a un vent qui pousse, je dirais pas fort violent, mais en tout cas, bon, il peut voilà, déplacer des abris de jardin, voire casser des branches d'arbres, parce qu'elle a quand même une certaine force d'intensité, ce vent a une certaine force d'intensité, donc bon, on n'est jamais à l'abri d'un petit incident ou d'un petit accident du fait de ce vent violent, donc faut faire très attention toujours à la météo. Quand on se met dans un environnement, que ce soit au travers d'un voyage par bateau, d'un avion, voilà, en voiture, en camion, tralali, tralala, bon, même à vélo, bon, il y a des accidents même banals qui induisent, je veux dire, mort d'homme, hein. S'il y a des vents violents, qu'il y en a un qui se promène le long d'un cours d'eau, voilà, si le vent violent le pousse dans le cours d'eau, ben, si l'eau est froide et qu'il ne sait pas nager, ben, voilà, c'est la catastrophe. Bon, ceci étant dit, voilà, il y a des vents violents. Il y a des vents violents. Je ne vais pas dire hyper violents parce que bon, je ne connais pas la force du vent ici, donc je ne peux pas dire si c'est hyper violent. Mais en tout cas, c'est des vents qui sont aussi froids parce qu'on est toujours au mois de février et on est toujours dans une période froide. Alors, ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner la fonction de l'air. Une discussion sur la fonction de l'air. Ou ce qu'on appelle la fonction de gamma. Qui est fort utilisée, hein, fonction de gamma. Voilà, alors gamma, pourquoi? Parce que c'est la lettre grecque gamma. Donc, bien sûr, vous aurez compris qu'une fonction, bon, je vais la définir dans un petit instant parce que ça demande une discussion sur la définition de la fonction de l'air, hein. Justement, c'est pour ça que je ne vais pas directement entamer la définition de la fonction de l'air parce que c'est sujet à discussion. C'est sujet à discussion. Pour la définition en tout cas. Mais bien sûr, vous aurez une définition en fonction des besoins de l'utilité de la fonction de l'air. Pourquoi va-t-on utiliser la fonction de l'air? Ben, si on va l'utiliser pour un certain usage, on va la définir voilà, sur une certaine borne. Certaine borne. Alors, vous allez voir comment ça va se passer. Donc, la fonction de l'air ou fonction de gamma, bien sûr, ça reste une fonction à, à deux variables, dont une variable indépendante et une variable dépendante. Ce qui veut dire qu'on aura toujours y égale f de x. Y égale f de x. On a toujours y égale f de x, hein. Bon, ça ne change pas. Mais ici, le f, c'est une fonction spécifique qu'on appelle la fonction de gamma. Il existe de nombreuses fonctions spécifiques, hein. Voilà, bon, les fonctions spécifiques, il y a beaucoup de gens qui ont fait des fonctions spécifiques. Et voilà, on les dénomme par pour les différencier. Voilà, ça c'est la lettre gamma. Gamma de x, quand vous voyez ça, ben, c'est la fonction de l'air, la fonction de gamma. Voilà comment elle est appelée, c'est la fonction de gamma. Alors, il existe beaucoup de fonctions comme ça. Alors, je peux vous dire qu'il provient d'une intégrale généralisée. D'une intégrale généralisée. Voilà, elle provient d'une intégrale généralisée. C'est-à-dire, c'est une intégrale non bornée. Une intégrale non généralisée, c'est une intégrale non bornée. Ça, c'est la première des choses. Alors, Euler bon, a manipulé beaucoup les exponentielles, hein. Voilà les exponentielles. Donc, vous conviendrez que bon, il a beaucoup bougé, tripoté un petit peu avec les exponentielles, bidouillé, voilà, réfléchi sur les exponentielles. Et donc, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, la fonction de l'air contient une exponentielle. Donc elle contient une exponentielle. Mais pas que, elle contient aussi un polynôme et pas n'importe quel degré de pas n'importe quel polynôme, c'est un degré en x exposant q. Ça je verrai l'exposant. Bon, là la particularité, et bien sûr, qu'est-ce qu'on en a fait? On a fait xq fois ex, voilà. Mais le problème c'est que il en a fait une intégrale généralisée, c'est-à-dire une intégrale de 0 à l'infini. Voilà, de 0 à l'infini. Donc, à partir de là, si elle est bornée ici, donc on connaît sa bande d'intégration, donc on saura où on va définir la fonction, hein, à partir de là.
Voilà, et donc ça provient d'un XQ E de X. Alors, il faut que je la définisse correctement ici, hein. C'est pas encore fait. Je vais faire dans un petit instant. Voilà, donc ça veut dire qu'il a pris des fonctions X exposant à X exposant données, hein. Donc c'est quand même, malgré tout, une exponentielle, hein. Euh, Ici, enfin, c'est pas une exponentielle, je m'excuse, parce que pas confondre A exposant X et X exposant A. Pas confondre les deux, c'est différent. Voilà. Ça, c'est une exponentielle. Ça, c'est pas une exponentielle, hein. Oui, il y a un exposant, mais c'est exposant A. Ici, la variable est là. Ici, ça, c'est une constante. Ici, la constante, elle est là. Ici, la variable elle est là. Voilà. C'est pour vous dire que, bon, c'est pas une exponentielle. Par contre, l'exponentielle de x est bien sûr une exponentielle de base E. Ça, c'est égal à A exposant x avec A qui vaut le nombre E, 2,71, qui était un nombre euh, irrationnel, donc il continue à l'infini et il n'est jamais périodique, hein. Donc s'il est jamais périodique, ben, on ne sait pas le mettre sous forme de fraction. Voilà, et donc il a manipulé ça, donc il a fait quelques intégrales. Alors, dans les intégrales, avant de commencer quoi que ce soit, dans les intégrales euh, généralisées, par exemple non bornées, comme celle-ci, 0 plus l'infini, si je prends ceci, cosinus x dx, voilà, c'est un exemple, ben, vous aurez compris que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x, hein, dx. Je m'excuse, de sinus x. Et donc ça, la limite en plus l'infini de sinus x, ça n'existe pas. C'est comme les fantômes, ça n'existe pas. Donc ce qui veut dire que c'est pas parce que vous calculez une intégrale que vous avez d'office une valeur. C'est-à-dire, on peut avoir ici l'infini. Puisque la limite quand x, ben, elle n'existe même pas. L'intégrale n'existe même pas ici. C'est même pas que c'est l'infini, elle n'existe pas. On ne sait pas dire si c'est plus ou moins l'infini. Voilà, donc ici, quand c'est l'infini, bon, c'est d'office divergent. Mais ici, ça n'existe pas, parce que la limite quand x tend vers l'infini de sinus x, bon, c'est une fonction cyclométrique. On fait plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Donc on ne sait pas en l'infini qu'est-ce que ça va valoir. Donc la limite n'existe pas. Donc ici, l'intégrale, on va dire qu'elle diverge. Elle diverge. Alors si on avait une valeur, elle converge. L'intégrale converge. Et donc là, on a une valeur. Donc on a une aire. Parce que diverger, c'est quoi? On ne sait pas ce que ça veut dire, hein, diverger. Je vous rappelle que l'infini, ça diverge. Voilà. Mais une aire infinie, ce n'est pas une aire. Parce que le plan est infini. Le plan est infini, c'est pas une aire, un plan. Voilà, parce que c'est infini. Elle a deux directions infinies, le plan. Voilà. Donc, une aire, c'est pas. Par contre, ce qui est fini, c'est une surface ou une aire. Une aire, c'est. Voilà. Donc, pour avoir une intégrale, avoir une aire dans une intégrale, quelles que soient les bornes, hein, c'est soit si on est borné, AB, ou si on est non borné, voilà, plus l'infini, ou autre, hein, ça peut être de 0 à moins l'infini, pourquoi pas. Voilà, d'une fonction. Voilà, ici, euh, on s'est trouvé. Bien sûr, il faut regarder le domaine, hein, il faut regarder le domaine de la fonction, voir si elle est continue, etc. Tralali, tralala, il y a beaucoup de choses à regarder. Mais en tout cas, pour que l'intégrale existe, il faut qu'elle soit bornée. Sinon, si elle n'est pas bornée, ben, l'intégrale n'existe pas. Donc on n'a pas toujours une intégrale qui est finie. On peut avoir une intégrale infinie, mais l'intégrale finie existe, elle est bornée, on a une valeur, on a une surface, une intégrale infinie, elle diverge. Ouais, attends, je vais recommencer ce que je viens de dire. Si l'intégrale est finie, elle est finie, c'est parce qu'elle converge. Elles convergent, donc on a une aire, l'existence d'une aire. Voilà. Maintenant, si l'intégrale est infinie, ou tout simplement parce qu'on ne sait pas calculer l'intégrale, euh, parce que la limite n'existe pas, si la limite n'existe pas, ben, là aussi elle sera considérée comme divergente, hein. Mais ici, je pars dans un cas où elle est infinie, donc là, ça va diverger, ça diverge, et ben là, on n'a pas d'air, hein. Parce qu'une aire, c'est fini. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Avant d'entamer quoi que ce soit sur la fonction de l'air, que je vais définir dans un petit instant, euh, voyez déjà une petite intégrale simple que je vais calculer ici, une intégrale simple qui est x e de moins x carré. Bon, ça, ce sont des traitements que Euler a fait. Bah, il connaissait très bien ça, de moins x carré.
dx. Alors, que peut-on dire d'une telle intégrale? Ben, c'est simple. C'est une intégrale simple. Bon, avant toute chose, je voudrais bien faire aussi l'intégrale de e de x. Bon, c'est la plus facile de toutes, parce que c'est la seule intégrale qui est égale à elle-même. E de x, c'est e de x plus constante. Voilà, bon, ça, on sait bien. Alors maintenant, si je fais e de moins x dx, ben, je vais poser u égale moins x. Donc, différentiel de u égale moins dx. Donc, moins du égale dx. Donc, c'est comme si vous aviez e de u moins du. Et ça, on sait bien que c'est moins e de u plus constante. Or, e de u, c'est moins e de x, moins e de x. Enfin, u c'était moins x, voilà, e de moins x, voilà. On va dire ça comme ça. Bon, vous voyez que ce sont des intégrales très simples à calculer. Maintenant, si je calcule celle-ci, elle est aussi simple, dans le sens où vous voyez que ici, c'est x exposant 1, et là, c'est x exposant 2. Donc, si je pose u égale moins x carré, voilà, on aura e de u. Ici, on voit bien que ceci, c'est la différentielle, voilà, de x carré. Voilà, à une constante près, bien sûr. Hein. Donc, si je fais la différentielle de du, ça fait moins 2x, voilà, moins 2x dx. Donc, du sur moins 2 égale dx. Donc, on aura du moins intégrale de, voilà, de u, ça qui fait moins 1 demi e de, alors u c'est moins x carré dx. Alors si vous dérivez, je m'excuse, plus constante. Voilà la réponse. Alors si vous dérivez, pour savoir si c'est bon, voilà, vous dérivez, là on a trouvé e de x, je dérive e de x, on retrouve e de x. Ici, si je dérive, je ne sais pas ce que j'ai retrouvé, là, ici j'ai trouvé moins e de moins x, si je dérive e de moins x, ça fait moins e de moins x dérivé, ben, ça fait la dérivée de moins x fois la dérivée de moins e de moins x. Bon, ici ça fera moins 1 fois moins... Alors là, j'ai fait une petite erreur quelque part. Ouais, attention que c'est moins e de moins x. Dérivée de moins x, ça fait moins 1. Ouais, et donc l'autre c'est fini. Dérivée de moins x fois e de moins x, voilà. Donc ça fait moins 1 fois moins e de moins x. Ce qui fait, eh bien ça fait moins par moins, ça fait bien plus, et il va rester e de moins x, donc c'est bon. Alors le dernier ici, je vais le traiter. Si je traite moins 1 demi e de moins x au carré, je vais dériver moins x au carré. Alors je vais bien sûr, je vais faire le traitement dérivé. Hein. Moins 1 demi fois moins 2 x. Alors là, le carré, ça fera 1. Ça fera 1. Et donc, vous voyez qu'ici, ça fait 1. Là, ça fait 1. Et il va rester e de moins x carré. Donc, on a bien x e de moins x carré. X e de moins x carré. Voilà. Tout ça, c'est bon. C'est des petites intégrales, bon, très simples à calculer. Bon, maintenant, Euler, c'est pas ce qu'il a fait. Et là, je vais définir voilà, la fonction d'Euler. Alors, sa borne de définition, c'est sujet à discussion. Alors, avant toute chose, je vais vous la tracer, hein, la fonction de gamma.
Et à quoi elle va servir? Alors, je vais prendre ici. Voilà, je vais prendre ceci. Gamma. Je vais chercher la fonction gamma. Gamma de x. Voilà, vous voyez qu'elle est définie dans R. On peut la définir dans R. Elle peut être définie dans R parce que vous voyez que elle est partout. Elle est partout, hein. Elle est dans moins l'infini. Bon, mais le problème c'est que c'est pas intéressant. La partie gauche, elle n'est pas intéressante. Donc ce qui veut dire que la fonction gamma va être intéressante si x est, on va dire déjà, plus grand que 0. Ou égal à 0, et peut-être égal à 0. Alors, voyons voir si f de 0 existe. Bien sûr qu'elle existe. F de 0. Ah non, elle n'existe pas en 0. Oui, je m'excuse, elle n'existe pas en 0. Non, elle n'est pas définie en 0, ça va, je m'excuse. Je me suis trompé. Donc ici, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, elle n'est pas définie dans R, bien sûr, il y a des discontinuités. Hein. Il y a des discontinuités. Mais en tout cas, vous voyez que la partie gauche des négatifs, ben, si je prends f de moins 10, oui, là, ils l'ont non défini. Donc c'est-à-dire qu'ici, malgré qu'ils l'ont tracé, elle n'existe pas par là. Elle n'existe pas. Donc voilà, on va dire que déjà, à coup sûr, bien qu'ils l'ont dessiné, c'est parce qu'ils l'ont dessiné là-bas à gauche, la fonction n'existe pas à gauche de l'axe des Y. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre, si vous voulez, si je devrais faire ça, x plus grand ou égal, non, strictement plus grand, parce qu'il peut peut-être être égal à 0, voilà. Là, je vais tracer f. Et voilà, et là, cette fois-ci, je l'ai. Donc, voilà, vous voyez qu'ici, elle est définie pour x plus grand que 0. La fonction gamma est définie pour x plus grand que 0. Donc, x plus grand que 0, ben, là, on peut définir la fonction gamma. Donc, le domaine de la fonction gamma de x, c'est avec x appartenant à R+. R plus 0. On ne peut pas prendre le 0. Le 0 n'appartient pas. Vous venez de voir que, bon, il ne l'a pas pris. Donc, il ne prend pas les négatifs et il ne prend pas le 0. Alors maintenant, je vais faire quelques petites opérations. Sachant qu'elle est définie là-bas. Donc elle est définie, attention qu'elle est continue, à droite. Hein. Donc elle est définie, vous voyez bien son domaine de définition. Parce que, qu'est-ce que je vais faire? À un moment donné, je veux approcher, le but, enfin c'est pas un but, on sait approcher la factorielle. C'est même pas une approche, ça va être vraiment, ça va être égal à la factorielle. Bon, mais quand est-ce que c'est une factorielle? C'est une factorielle, n factorielle, c'est n appartenant au naturel. Hein. Alors, 0 factoriel existe. Hein. La factorielle de 0, ça fait 1. Factorielle de 1, ça fait 1. Donc, la factorielle commence à partir, d'ailleurs, je vais la construire, la factorielle. Je vais la construire. La factorielle, je vais la construire. Hein. Sur la courbe, enfin, en tant que courbe, je vais la construire. Mais ici, sachez que on va, à partir de la fonction gamma, bon, établir, bien sûr, n'oubliez pas, c'est ça, le domaine, c'est ça. Alors, je viens vous prouver, bon, pour ceux qui ont des doutes, regardez bien, factoriel de 0, je tape 0, 0, alors je tape point d'exclamation pour factoriel, ouais, c'est pas ça, voilà, c'est ça. Factoriel de 0, ça fait 1. Factoriel de 1, ça fait 2. Factoriel de 2, c'est 1 fois 2. Voilà. Factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3. Voilà. Factoriel de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et ainsi de suite.
Bon, factoriel de 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Voilà. Donc la factorielle, elle n'est que entière. Elle n'est que entière. Alors que la fonction de gamma, ben, elle est définie dans R+. Bon, mais on sait quand même voir la factorielle à partir de la fonction gamma. Ça, je le ferai par après. Comment, à partir de la fonction gamma, avoir la fonction factorielle. Je le ferai par après. Ici, il y a un petit problème. 2 petites secondes. Voilà. Parce que vous imaginez le travail, il y a un petit travail, juste un petit travail d'intégration à faire. C'est pour ça que j'ai commencé avec les intégrales, parce que la fonction gamma n'est rien d'autre qu'une intégrale, je veux dire, généralisée, avec une bande d'intégration qui tend vers l'infini. Voilà, c'est juste ça. Et bien sûr, il y aura de l'exponentielle et une fonction polynomiale dont c'est pas un polynôme complet, c'est rien que le x. On a x exposant quelque chose. Voilà. Et ça, vous allez le voir. Et on fera l'intégration. Et vous voyez, bon, c'est pas ça qui compte ici, c'est pas le calcul intégral qui compte. Elle est simple, c'est une calcul par partie, calcul intégral par partie. Donc, c'est pas ça qui va compter dans l'histoire. C'est de bien comprendre, je veux dire, que je peux approcher la fonction factorielle. Enfin, c'est même pas une approche, hein, c'est vraiment la même chose. La fonction gamma, dès le moment où je vais la définir dans n, si je définis la fonction gamma dans n, j'aurai n factoriel. Mais sous condition. Vous allez voir qu'il y a une petite condition pour avoir la fonction factorielle qui est, elle, entière. Hein. Voilà. Alors, avant toute chose, je voudrais bien voir quelques petites choses. Donc, ce que je viens de dire, bon, on va aller dans le vif du sujet. Tout d'abord, l'intégrale à calculer la fonction de gamma. Alors, je suis toujours dans la définition. Hein. Donc, on va la définir comme étant l'intégrale bon. Je peux la définir comme ceci. Je vais prendre RST comme variable. Je peux la définir comme ceci, de 0 à l'infini. De E de moins x fois x exposant R moins 1 dx. Alors, mais là, le R, il est comment? Strictement positif. Le R est strictement positif. Ici, le R est strictement positif. Bon, alors maintenant, si je calcule, encore une petite remarque, si je fais la fonction factorielle, x factorielle, c'est ceci. Vous voyez que c'est pas juste, parce que GeoGebra donne, on va dire que c'est presque la fonction gamma. Hein. C'est presque. Tout ça, il faut faire un décalage. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un décalage pour essayer d'avoir la fonction factorielle. Et encore, la fonction factorielle, ça, c'est pas la fonction factorielle, parce que la fonction factorielle n'est définie que dans les naturels. Or, ici, vous voyez qu'on a une infinité de valeurs. Hein. On a une fonction avec une infinité de valeurs. Bon, ça, est-ce que c'est la fonction factorielle? Non, parce que la fonction factorielle est définie pour les entiers. Donc ça, c'est pas bon. Il faudrait que je bidouille la fonction factorielle là-bas, x factorielle, pour la rendre, je veux dire, réaliste. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ce x factoriel n'est rien d'autre que la fonction gamma décalée. C'est la fonction gamma décalée. Bon, maintenant, je vais faire ce décalage. Dans un petit instant, je vais faire ce décalage. Alors, pour faire ce décalage, bien sûr, elle sera définie pour des valeurs strictement positives. Si je prends ça comme ça, bien sûr. Hein. Voilà, R strictement positif pour ça. Si je la prends comme ça, parce que je ne vais pas la prendre comme ça. Je ne vais pas la prendre comme ça.
Vous allez voir comment je vais faire. Il faut que je bidouille un petit peu pour essayer d'avoir. Il faut faire je vais faire un décalage. Alors, si je veux faire avoir je rappelle que gamma, c'est ceci. Alors, si je veux faire un décalage d'une unité vers la gauche, ben, j'aurai la fonction factorielle. Alors, si je vais faire gamma de x moins 1, bien sûr, si x strictement positif, à ce moment je vais mettre gamma de x moins 1. Alors, x moins 1, c'est vers la droite ou vers la gauche? Alors, quand on fait moins 1, c'est vers la gauche. Moins 1, c'est vers la droite. Donc, c'est x plus 1. Parce que je vais à la gauche. Et voilà. Et donc, cette fois-ci, vous voyez que je retire la gamma de x. J'ai retiré la gamma de x. Donc, la première chose, c'est de mettre un domaine. Donc, le domaine, je l'ai pris x strictement positif. Donc, voilà, quand j'ai x strictement positif, je ne prends qu'une partie de la gamma complète, qui, je veux dire, qui n'est pas définie en dessous de 0. Donc, vous voyez, là, j'ai ça. Puis, qu'est-ce que je fais? Je mets la fonction factorielle, bon, qui n'est pas la vraie fonction factorielle, parce que la fonction factorielle est entière. Voilà, on a ceci. Mais je vais la construire, la fonction factorielle, dans un petit instant. Je vais encore calculer une petite intégrale, et puis j'y serai. Voilà, et puis, maintenant, je fais le décalage. Ça, c'est la fonction factorielle. Pour avoir la fonction factorielle, mais il faut que je fasse ça. Voilà. Et là, je vais retirer. Donc là, ça, c'est la fonction factorielle et gamma x plus 1. Donc, la fonction x plus 1, la fonction x plus 1 vaut, ben, elle vaut, comment on appelle ça? La fonction factorielle. Mais étendue, parce que n, là, c'est la fonction, gamma 2 plus 1, c'est la fonction factorielle. Mais étendue à r+. Donc, la factorielle, ce que je veux dire par là, c'est gamma plus 1, gamma de x plus 1, ben, c'est la fonction factorielle définie dans R+. Parce que n factoriel n'est défini que dans, appartient au naturel. Hein. Voilà, c'est que des naturels. Hein. Mais ici, je peux avoir la factorielle pour n'importe quel nombre grâce à la fonction gamma. Je peux avoir la fonction, la factorielle pour n'importe quelle valeur. J'ai la factorielle. Voilà. Mais attention, le problème, il y a un petit problème, il y a juste un petit problème. Bon, après, je construirai la fonction factorielle, hein. Pas pour l'instant, parce que j'ai encore calculé intégré, j'ai pas encore fait. Il y a juste une petite chose, c'est la définition. Parce que je vais redéfinir les choses. Hein. Le tout, c'est une question de définition. Je vais d'abord calculer dans un premier temps l'intégrale, mais regardez la spécificité de cette fonction gamma. Regardez bien. Bon, c'est pas ici. Je reviens ici. Et là, je vais noter gamma de... regardez bien. Si je prends x égale 1,5, eh bien, en 1,5, là, on a exactement pi. Non, gamma de... attention que c'est Q, c'est dans Q. C'est le décalé, hein, je dois mettre dans le décalé. Donc c'est Q de 1,5. Parce que si je mets... non, c'est pas pi que je dois avoir. 77. Bon, je vais rechercher
SQRT de pi. La racine carrée de pi. À mon avis, où a-t-on la racine carrée de pi? Ça veut dire que gamma carré vaudra en cette valeur pi. Hein. Si la racine carrée voilà, vaut pi, alors est-ce que c'est pas, je vais tracer y égale 1,77. Voilà, c'est en un peu en dessous de 2. Voilà. On est 1,99. C'est en dessous. Je peux aller trouver ce point. Combien ça vaut? 1,97. Bon. Je peux faire l'intersection. Ça va aller beaucoup plus vite. On ne trouve pas l'intersection. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, on peut avoir racine de pi. Alors, le pi. Est-ce qu'on peut avoir pi? 3,14. Oui, pi, il est là-bas. Alors, pour combien? Je vais faire l'intersection. Je ne sais pas pourquoi il ne trouve pas les intersections. Enfin bref, il y a une valeur qui vaut pi. Non. Maintenant, si je reprends l'autre, la gamma, ici, la gamma, bien sûr, la gamma qui n'est pas décalée. Voilà, ça c'est la gamma non décalée. Donc vous voyez qu'il y a la gamma décalée, la gamma non décalée. La gamma décalée de 1, c'est pour avoir la fonction factorielle étendue à R+. Un petit instant, là je vais regarder pour la gamma non décalée. Alors je vais mettre 3,14. Y égale 3,14. Y égale pi. Voilà. Et là, la gamma décalée va donner deux valeurs. La gamma non décalée va donner deux valeurs. Alors, où sont-elles ces valeurs-là? C'est les intersections de cette courbe avec celle-là. Bon, il ne donne pas les réponses, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, en savoir pi, il y a deux valeurs qui donnent pi. Il y en a une qui est entre 3 et 4. Et il y en a une qui est entre 0 et 1. Maintenant, c'est peut-être 1,5, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, gamma. Gamma de 0,5. Ça donne le 1,77, c'est racine de pi, voilà. Gamma de 0,5 donne 1,77. Donc, 1,77, c'est pour la gamma non décalée. La gamma non décalée, c'est celle-là. Et donc, la gamma non décalée, c'est celle-là.
Alors, je peux faire à ça, oui, attention que passe pas, parce que les décalages, faire attention au décalage. Bon, maintenant, je vais, cette fonction-là, donc, elle est non décalée, plus grande que 0. Je vais la décaler de 1. Je vais la décaler de 1. Mais là, je pourrais prendre le 1. Alors, si je la décale de 1, cette fonction, je peux la définir autrement. Alors, de deux choses l'une. Je vais considérer la fonction que je viens de mettre. Donc là, gamma de R, qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini, de E de moins x, x R moins 1 dx. Bon. Ça c'est la non décalé. Avec R bien sûr positif, où je trouvais gamma de 1 demi valait racine de pi. Voilà. Alors, à partir de là, je peux la décaler, celle-là. Si je la décale, j'aurai gamma non plus de R, mais de M, est égal à M-1 fois gamma de M-1. Voilà, elle est décalée. Là, c'est pour calculer gamma de M. Voilà, ça je vais le montrer par après. Je vais le montrer par après, mais ça c'est si M plus grand, strictement plus grand que 1. Voilà. Alors, si N appartient à est un entier positif, qu'est-ce que je peux écrire? Gamma de N vaut quoi? Vaut N-1 factoriel. Voilà. Bon, mais moi je ne vais pas utiliser ce modèle-là. Je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas utiliser ce modèle-là. Je vais faire un autre modèle qui est une définition à partir de 1. Gamma, je vais la définir à partir de 1, et non pas à partir de 0. Et bien sûr, une tendance infinie. Bien sûr, dans R. Alors, là, je prends de la variable t, qui fait correspondre gamma à t, gamma de t. Et là, l'intégrale n'est pas tout à fait la même que tout à l'heure, parce que c'est toujours de plus 0 à plus l'infini. Et là, je vais appeler ici, là c'était R-1. Ici, ça va être T-1. Voilà, ici, c'est T-1 de moins X. Mais définie à partir de 1. Elle est définie à partir... Non, elle n'est plus définie à partir de 0. Elle n'est plus définie à partir de 0. Elle sera définie à partir de 1. Donc là, elle est définie à partir de 1, et non plus de 0. Bon, et c'est la même chose. Hein. Donc c'est E2 moins X. X, T-. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, ben, ça dépend des définitions hein, que l'on donne. Et là, je vais calculer ceci. Alors c'est une intégrale par partie assez simple. C'est pas ça qui complique les choses, c'est une intégrale simple. Sachant que je vous rappelle que E de moins X, dx, je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait voilà, moins E de moins X. Moins E de moins X dx. Voilà. Moins E de moins X dx. Moins E de moins X
Moins e de moins x plus k. Je m'excuse, plus k. Moins e de moins x plus k. Alors maintenant, je vais calculer cette intégrale de 0 à plus l'infini de cette fameuse fonction xt de moins 1, e de moins x dx, qui n'est plus une intégrale comme auparavant, une intégrale simple comme ça, parce que là, c'est une intégration par partie. C'est une intégration par partie. Alors, bien sûr, vous aurez compris que c'est f'g est égal à f'g est égal à primitive est égal à f fois g, f fois g moins la primitive de fg'. Alors, qui est la dérivée, qui est la primitive? C'est surtout ça qu'il faut savoir dans le calcul de primitive par partie. Laquelle est f'? Alors, bien sûr, ça, c'est un processus qui va être récursif. Récursif dans le sens, c'est un processus qui va être toujours traité à la suite. C'est ça la particularité de la fonction d'Euler de gamma, c'est qu'elle est retraitée, je veux dire, de manière continuelle. Alors, si je prends f', celui-ci, je vais le dériver. Donc, si je vais le dériver, ça veut dire que c'est le g. Celui-ci, je vais la primitiver. Et comme je vous ai dit que la primitive de e de moins x dx, c'est moins e de moins x. Elle est assez simple. Par contre, primitiver x exposant n, mais c'est n, x, n-1. C'est-à-dire que si j'ai x t-1 à dériver, bien sûr ici c'est une dérivée, ben, ça fera t-1, x, t-2. Voilà. Si maintenant j'ai t-2, x, t-2, parce que ça va être un procédé récursif, hein, ça va être continuel. Si j'ai x t-2 à dériver, ben, ça sera t-3 fois, enfin x t-2 fois x t-3, et ainsi de suite. Donc on va avoir à faire ici un procédé récursif. Un procédé récursif. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le e de moins x dx. E de moins x dx. Bon, celui-ci, c'est la primitive. Donc le f fois g va donner... alors, celui-ci, si je le primitive, c'est moins e de moins x. Voilà. Et l'autre, c'est f fois g. Le g, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Donc c'est xt-1. Bon. Je vais bien décortiquer, mais le but, c'est pas de calculer la... Bon, je vais quand même le faire. Donc c'était x t-1 e de moins x dx. Voilà. On va poser u, v, u', v'. Alors, si je prends v', c'est e de moins x. Là, je vais rechercher sa primitive. C'est moins e de moins x dx. Voilà. Et l'autre, ce sera, comme j'ai positionné v', c'est celui-là. Ça, c'est v', alors que j'avais dû le contraire. C'est ça qui me pose un petit problème ici. Non, non, ça, j'avais bien mis f'. F', c'est bon, c'est bon. J'avais bien mis. Voilà. Et donc, l'autre, c'est le u. X exposant t-1. Et donc, ça va donner t-1, x, t-2. Et ça va produire un procédé récursif. Et celui-ci sera toujours le même. Voilà. Et c'est ça qu'on aura la fonction de gamma. Vous allez voir comment elle va. Bien sûr, c'est de 0 à l'infini. Et donc, f fois g, c'est ces deux-ci. X t-1
avec un moins ici, E de moins x dx plus, de nouveau, l'intégrale de f, donc j'ai fait u fois v, voilà, u fois v, moins l'intégrale de donc là c'était j'avais uv prime à l'énoncé, c'était v prime, ça c'était v prime, le u c'était celui-là, donc là je dois faire uv prime, l'intégrale de, ça c'était l'énoncé, uv prime. Alors maintenant je vais faire v prime u, non, u v prime, ouais, donc on a u v prime est égal à u fois v, ça je l'ai déjà mis, moins l'intégrale de u prime v, voilà, u prime v. Alors u prime v c'est celui-là, voilà, on a bien t moins 1 qui est une constante qui peut sortir du signe primitive, hein. T moins 1 c'est une constante, t moins 1 intégrale de x t moins 2, voilà, x t moins 2 moins e de x moins e de moins x dx, voilà, et ce moins là ça va faire plus. Donc je vais réécrire l'intégrale, hein. L'intégrale va s'écrire de 0 à l'infini, de 0 à plus l'infini de xt moins 1 e de moins x, x t moins 1 e de moins x dx est égal à, voilà, par contre ici le moins, est-ce que c'est normal? Ouais, on a bien un moins, c'est juste, je mets bien mon moins, x t moins 1 e de moins x dx, voilà, et donc ça c'est u fois v, ou c'est f fois g si vous voulez, voilà, c'est f fois g, tout simplement f fois g, et là la particularité, elle est ici, ce qui va démontrer une forme récursive de la fonction gamma. Alors, bien sûr, je vais rechercher le restant, en mettant bien que moins par le moins, ici ça fait bien plus, donc je vais mettre un plus. Ensuite, ben, on retrouve t-1, x, t-2. Intégrale de 0 à plus l'infini. Ouais, attention qu'il y a une constante avant, puisqu'il y avait t-1, que je vais mettre dans un petit instant. Donc on va mettre t-1. T-1 intégrale de 0 à plus l'infini, bien sûr, de x t-1 c'est la constante, hein. X, il va rester xt-2, donc ça a engendré un xt-2. x t-2 e de moins x dx. Voilà, c'est de 0 à plus l'infini. Alors ça c'est de 0 à plus l'infini. Voilà. Et en fait, ceci, si je remplace par plus l'infini, ben, ça fera e de moins l'infini. E de moins l'infini, ça fait ceci. Et quand vous tendez vers plus l'infini, ben, e de moins l'infini tend vers 0. De 0 fois x, voilà, là on aura 0 moins, et celui-ci
c'est celui-là qui vaudra 0. Donc, d'un côté, d'une part, euh, il y en a un qui voudra, l'infini sera annulé par celui-là, et le 0 va annuler l'autre. Donc, en fait, on aura 0 moins 0, et 0 moins 0, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qui reste? Ça veut dire que ceci vaudra toujours 0. Dans le procédé récursif, cette partie-là vaudra toujours 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester toujours ceci. Il va rester toujours ceci. Et donc, si je vais recommencer ça, ben, on recommence pas ça comme ça, hein. Je veux dire, on sait bien que c'est récursif. Voilà, on le fait qu'une fois, et puis on remarque que c'est récursif. Donc, quelle est la différence entre les deux? Ben, vous voyez que c'est quoi la différence, hein? Ben, là, c'est gamma de t, et l'autre, c'est euh, gamma t-1. Alors, je rappelle que gamma de t, c'est ceci. Mais qu'on se retrouve avec un décalage de 1 ici. C'est la même chose, hein. C'est simplement que c'est décalé. Donc ici, je peux écrire que c'est t-1 qui est la constante, fois un décalage de gamma de t, voilà, décalé de 1. Voilà. Bien sûr, pour t, plus grand ou égal à 2. Voilà. Et donc, vous voyez que là, j'ai fait un décalage et je pourrais faire, voilà, décaler ce que je veux. Ce que je veux. Alors maintenant, je vais reprendre cette fonction-là. Si je remplace t par 1, remplaçons t par 1. Ça fait 1 moins 1, ça fait 0. On aura x exposant 0, e de moins x dx. Donc c'est l'intégrale de ceci. Ça fait 1. Donc on aura l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins x dx. Et ça, on sait bien que ça fait 1. Cette intégrale-là, elle vaut 1. Donc ce qui veut dire que gamma de 1 égale 1. Et donc là, je peux faire la récursivité parce que j'ai condition initiale. Voilà. Vous voyez que là, la récursivité peut se faire automatiquement. Donc j'aurai gamma de t, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x t-1 e de moins x dx. Voilà, gamma de t. Comme j'ai dit, pour t plus grand ou égal à 1. Sachant que gamma de 1 égale 1 et que gamma pour t plus grand ou égal à 2, pour t plus grand ou égal à 2, ben on a un décalage. Je viens de voir que gamma de t est égal à t-1, gamma t-1, gamma de t-1. Voilà, et là, la procédure de récursivité peut commencer ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que gamma de 2, condition initiale, elle est là. La condition initiale, elle est là. Voilà, donc on sait bien que t-1, ben, j'ai pris t égale 2. 2 moins 1, ça fait 1. Une fois gamma de t-1. Or, gamma de t-1, c'est 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait gamma de 1. Or, gamma de 1, ça fait 1. Gamma de 1, ça fait 1. Je viens de le voir. Bon, gamma de 3. Mais gamma de 3, c'est égal à t-1 qui vaudra 2 fois gamma de 2. Or, gamma de 2, je connais par récursivité. Donc, ce qui fait, là, gamma de 2, on vient de voir que ça fait 1. Je vais avoir 2 fois 1. Oui, bien sûr, ici, on aura t-2, t-3, voilà, etc., etc. C'est t-4, voilà, etc.
Alors, mais là, je procède, je veux dire, à l'algorithme, hein. C'est un algorithme qui va donner, bon, gamma de 1 vaut 1, gamma de 2 vaut une fois gamma de 1. Voilà, gamma de 3 vaudra t-1, ça fait 2. Puis gamma de 4, t-1, ça fait 3. Gamma de 5 égale 4. Gamma de 6 égale 5. Fois gamma de 2 fois gamma de 3 fois, c'est un processus récursif, gamma de 4 fois gamma de 5. Et donc là, bon, je joue avec des entiers, hein. Vous aurez remarqué que je joue avec des entiers. Donc là, gamma de 1, ça fait 1, par condition initiale ici. Voilà, 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois, alors gamma de 2 est connu, parce que par récursivité, 1 fois 1, ça fait 1. On aura 2 fois 1, égale 3 fois le précédent, 3 fois 2. 4 fois le précédent, c'est-à-dire 6, ce qui fait 24. Et là, vous aurez compris que c'est, là, on aura 5 fois 24, ce qui fait 120. Et là, qu'est-ce que c'est? Une fois 2, ça fait 2. Là, on a 1, 2, 6, 24, 120, c'est la factorielle de n. Alors, comme je vous disais, la fonction gamma est définie dans... voilà, regardez bien ce que j'ai mis. Elle est définie pour toute valeur au-delà de 1. Enfin, ça dépend comment je la définissais. Si c'était plus grand que 0, plus grand que 1. Alors, une fois je l'ai pris plus grand que 0, une fois plus grand que 1. Ah, et ça, c'est... Vous voyez qu'il est défini dans R. Or, je vous ai dit au départ que la fonction factorielle n'est pas dans R. Donc, c'est maintenant que je vais traiter ce problème-là. Donc, euh, ça veut dire que la fonction gamma me donne la fonction factorielle pour n'importe quelle valeur décimale, hein, et entière en même temps. Bon, et c'est là que je vais voir ce problème-là. Alors, si je prends... Voilà, ça c'est la fonction factorielle. Bon, je vais la remettre où elle était. C'est la fonction factorielle qui n'est pas bonne, parce que normalement elle devrait donner des entiers. Donc moi c'est là que je vais transformer les entiers de la factorielle, parce qu'elle n'est pas bonne. Alors la fonction gamma, comme je vous ai dit, elle est là, elle est là. Bien sûr, on va prendre que les positifs. Gamma de 1, ça fait 1. Donc je vais mettre le point 1, 1. Bon, elle ne vaut pas la factorielle parce qu'elle n'est pas décalée, hein. Bien sûr, je vais la décaler dans un petit instant. Alors pour 2, ça fait 1. Pour 2, ça fait 1. Voilà. Alors gamma de 3, et ainsi de suite, hein. Bon, voilà, j'ai quelques points pour gamma. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, alors ici je tente une petite astuce. Je prends un petit instant. Il me le fait pas, je sais pas pourquoi. Il ne dessine pas ce qu'il faut. Voilà. Ici j'ai pris... Ouais, ça ouais, c'est parce qu'il ne comprend pas ça. Ça il le comprend pas. Là, ouais, ça il le comprend pas. Alors ici j'ai pris floor de la factorielle de x. Ça donne ça. Floor de la factorielle de x. Bon, après je vais la décaler, bien sûr, cette fonction gamma, pour avoir la factorielle qui est ici. Mais maintenant, je construis la factorielle. C'est ça que je vais faire. Alors, là, si je prends flanc, bien sûr, je vais retirer AB. Les points AB, je vais les retirer, ça ne m'intéresse pas ici. Voilà. Si je prends flanc, est-ce qu'on a la factorielle? Non. Vous voyez que j'ai pris la flanc de la factorielle. Mais là, on a bon, la partie entière de la factorielle. Donc, ça ne m'arrange pas pour avoir la pure factorielle qui est entière. Mais on peut entrevoir que je peux prendre le point 0,1, le point 2,1, ça je peux le faire. Alors, comment? Ben, je prends une séquence de points n factoriel. Voilà. Si je prends une séquence de points n factoriel avec n variables, ben, j'ai les points de la factorielle, donc j'ai ceci. Et donc là c'est la vraie factorielle, hein. Là, ce que j'ai là, c'est... Bon, ici je l'ai fait jusque 10. Donc on pourrait voir, faire un zoom. Là, ça c'est les vrais points de la factorielle.
Donc la factorielle, en flanc, c'est pas bon, hein, parce que j'ai une zone. Alors je dois monter à 120 pour avoir le suivant. Voilà, enfin 24 et puis 120. Vous aurez compris qu'il faut monter jusque 120 et que j'ai mis des points. Voilà, en tout cas, il m'a calculé 10 factoriels. Parce que j'ai mis n égale 10. Donc c'est n factoriel. Et j'obtiens toutes les factoriels. Bon, ça ne m'intéresse pas d'aller voir les autres. C'est bon. On va se cantonner jusqu'à 24. 24, je peux descendre ici. Voilà. Alors maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de mettre des barres, des segments qui relient ça. Donc, vous voyez que c'est pas le floor. Le floor ne m'intéresse pas parce que, moi, en tout cas, le floor m'a dit que j'ai déjà. C'est une zone, il prend une zone. Bon, c'est pas bon. Il prend une zone, mais c'est pas bon. Donc, c'est pas le floor que je dois prendre, c'est une séquence. Bon, la séquence là, elle m'indique, voilà, les factoriels, les bonnes factorielles. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de prendre les segments. Alors les segments sont en quel point? Ben, ils sont en n0, n factoriel. Je crée des segments qui commencent à l'origine, donc y égale 0, et bien sûr du x qui vaut n, virgule, et le deuxième point c'est n factoriel. Donc si je fais une deuxième séquence de points avec des segments, ben, j'ai ceci. Voilà, donc là c'est pour vous montrer la fonction factorielle. La fonction factorielle, les valeurs que ça donne. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Bon, je relie par des segments, tout simplement. Je fais que relier par des segments. Bon. Alors maintenant, ceci étant dit, je vais chercher maintenant la gamma. La gamma, elle est là. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais la prendre positive. Si x est strictement positif, voilà, je prends la gamma. Gamma de x. Voilà, et là, je n'ai pris que les points positifs. Donc voilà, ça c'est la gamma positive. Maintenant, ce que je vais faire, pour avoir la factorielle là, ben, c'est pas bon, il faut faire un décalage de 1. Donc si x est positif, je vais faire un décalage de gamma de x. Alors c'est moins 1 ou plus 1? Pour aller vers la gauche, c'est plus 1. Voilà, et j'ai la courbe qui tombe sur la factorielle. Donc la séquence, je l'ai. Gamma ne m'intéresse plus celle-ci, et là c'est la décalée. Donc pour avoir la factorielle, il suffit de la décaler. Bien sûr, donc comme je vous ai dit, la factorielle c'est pour n entier. Alors que la gamma décalée de plus 1 donne la factorielle pour toute valeur. Donc et là, je peux avoir, pour une valeur pi, je peux l'avoir, pi n'est pas entier. Donc si y égale pi, voilà, j'ai une valeur qui donne, je sais pas, bon, tout à l'heure il faisait pas les intersections, je vais court bien essayer une intersection. Ah, il veut pas donner les intersections, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être en résolution. Résoudre. L'équation gamma. C'est pas gamma, c'est gamma. Gamma de x plus 1 égale pi. Ah, il n'est pas défini. Bon, il n'a pas trouvé. Bon, on va essayer 3,14. Ah. Bon, on va en refaire une. Non défini non plus. Mais il y a des valeurs, hein, ça. Bon, il y a des valeurs, mais à mon avis, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'aimait pas.
Alors tout à l'heure, j'avais défini autrement, hein. Bon, bien sûr, c'est par rapport à la gamma, c'était pas la gamma décalée ici de x plus 1, hein. Quand j'avais écrit ceci, le tout ici, il faut faire attention juste au décalage. Voilà, tout à l'heure, je l'avais pris par rapport à celle-ci. Voilà, ça c'est la non décalée. Mais si vous prenez la non décalée comme ceci, ben, il faudra écrire là, je dois écrire gamma n que vaut gamma n pour avoir la factorielle, hein. Gamma n égale n-1 factoriel. Bien sûr, avec n appartenant à n, n sauf 0. Donc n entier positif. Tout comme tout à l'heure, si vous voulez le gamma, voilà, ici. Donc ici, vous savez avoir des valeurs pour gamma. Je comprends pas pourquoi il ne sait pas les résoudre, voilà. Il ne sait pas résoudre ça, mais bon, le pi, le 3,14, on sait l'avoir, hein. Voire même racine de pi, d'ailleurs, tout à l'heure, je l'avais fait. Je l'avais fait tout à l'heure, dans... Voilà, racine de pi, c'était à 77. Gamma de 0,5. Voilà, gamma de 0,5 donnait à 77. À mon avis, c'est l'approximation, hein. C'est peut-être ça. Voilà, c'est un petit peu étrange, mais... À mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il prend les... Je vais regarder par rapport à un entier. Je sais même pas si j'ai... On va regarder gamma de 4, combien ça fait. 6, voilà, j'ai un entier là. 6, ben, on va résoudre. Là, j'ai un entier, il ne peut pas avoir de problème. Gamma de x égale 6. Ah, je sais pas, il ne sait pas résoudre... il ne sait pas les résoudre, à mon avis. Parce que ce gamma de 6, ça fait 4. Alors maintenant, c'est aller par approximation, hein. Gamma de... Alors ici, c'est pour n, bien sûr, entier, si vous voulez les factoriels, hein. C'est n appartenant à n0, si vous voulez les factoriels. Voilà, il sait pas résoudre, mais je peux trouver les réponses par approximation, hein. C'est-à-dire, je me rapproche de plus en plus. Alors, par exemple, si je veux 2pi, y égale 2pi. Celui-ci l'a bloqué. Bon, je vais aller à l'autre. Y égale 2pi. Voilà, c'est ici. C'est pour la valeur 4 à mon avis. Gamma de 4. Ah, gamma de 4, ça fait 6. Pas... c'est un petit peu au-dessus de 4. De pi. C'est un petit peu au-dessus de 4. Parce que gamma de 4, ça fait 6. On peut avoir 6,28, c'est un petit peu...
Bon, je peux essayer un gamma de 4,2. 776 en dessous. Que 628. Gamma, je dois aller à l'essai. Vous voyez, le problème il est là. Gamma de... Alors je peux mettre un curseur hein, et voyager, faire un voyage le plus précis possible autour du point pour trouver combien ça fait. Pour trouver le 628 au plus précis, je peux mettre un curseur et voyager autour de certaines valeurs et essayer de faire une approche la plus convenable possible avec le plus de précision. Bon, 776, je vais mettre 4.1. Voilà, là, on a compris que c'est pas ça. 4.05, 4.03, 4.02. Voilà, et il faudrait pouvoir résoudre ça, mais bon. Ici, il ne me le résout pas. Dommage. Normalement, il doit savoir résoudre ça. Hein. Si je fais une équation, voilà, ça c'est une parabole, x carré, résoudre x carré égale, quand est-ce que ce carré vaut 4. Voilà, moins 2, 2, ça il résout. Mais pour la fonction gamma, à mon avis, il ne le résout pas. Je vous remercie.